Merci Monsieur Peters pour votre présentation. On sait bien que ce gouvernement a des ambitions importantes en matière de développement du renouvelable. Vous avez évoqué vous-même le projet de la zone Princesse Elisabeth qui va nous permettre d'augmenter sensiblement nos capacités installées en mer du Nord et de tendre vers les 8 gigawatts. Vous l'avez dit vous-même, c'est un enjeu important en termes de transition, mais aussi en termes d'indépendance énergétique, puisqu'en effet les énergies fossiles qui sont largement importées nous rendent tout à fait dépendants et donc vulnérables. Et donc, on soutient évidemment totalement et sans réserve cette ambition. Alors, pour préparer l'intégration de telles productions d'électricité et de manière générale l'électrification de la société, électrification que le plan de développement que vous avez présenté est censé soutenir. Selon les différents scénarios des LIA, la demande en électricité de la Belgique pourrait augmenter de 30 à 70% en 2050 et la demande en électricité de l'industrie belge pour augmenter de 50% d'ici déjà la fin de la décennie. Et à cette fin, donc de nombreux investissements sont prévus et vous les avez présentés, 7,2 milliards pour la période 24-27. Alors, comme ces investissements sont financés par le coût de transport qui est répercuté sur la facture des ménages et des entreprises, la CREG a estimé, et c'était dans son avis de septembre 2022, que ces coûts augmenteraient mécaniquement, et on parle au moins d'un doublement des tarifs de réseau de transport sur une période de 10 ans. Alors concrètement, ça pourrait signifier que pour un ménage moyen, le coût de transport de l'électricité hors TVA pourrait passer de 40 à 80 euros par an, au minimum. Alors, on comprend la logique, hein, il faut financer des investissements, mais voilà, dans le contexte actuel, et particulièrement après la crise que nous avons connue l'automne dernier et cet hiver, ça nous préoccupe. Alors, 40 euros en plus, ça ne semble pas représenter une somme insurmontable. Pour les entreprises, le montant pourrait doubler. Hein, on passerait de 500 et quelques millions d'euros à plus d'1 milliard, si je ne me trompe pas. Et donc, ça peut quand même peser finalement dans la balance. Et comme je le disais, particulièrement après la crise que nous avons connue. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être clarifier les montants et l'ampleur de cette augmentation, peut-être nous dire aussi, ou le faire aussi en lien avec l'inflation. Est-ce que c'est une augmentation sur la facture qui sera inférieure ou supérieure à l'inflation, parce que ça change évidemment beaucoup de choses compte tenu du mécanisme d'indexation automatique des salaires chez nous. Quelles sont vos estimations à cet égard-là? La CREG dit que ça pourrait doubler. Est-ce que voilà, vous êtes d'accord avec le calcul ou bien est-ce que vous le contestez? Dans le cadre de la consultation publique, tant le régulateur bruxellois que le gouvernement de la région Bruxelles-Capitale que le Conseil fédéral de développement durable regrettait qu'aucune évaluation globale de l'impact sur les factures n'ait été réalisée. Ça a été dit par le collègue Wallen, si je ne me trompe pas. Cette évaluation, est-ce qu'elle a été faite depuis lors et qu'est-il ressorti à cet égard de vos échanges avec la ministre? Alors, toujours selon la CREG et toujours dans son avis de septembre, le coût du plan de développement serait de 6,6 milliards. Vous évoquez un montant de 7,2. Voilà, d'où vient ce gap de 600 millions. Est-ce que vous pourriez faire un état simplement de vos discussions avec la CREG
on évoque aussi, et je ne pense pas que vous en ayez parlé, mais une série d'engagements assez substantiels, 600 équivalents temps plein, sur un payroll actuel de 1500 personnes, c'est ça, 1500 équivalents temps plein chez Elia à peu près. On ferait plus 600. Est-ce que vous pourriez peut-être expliquer ces besoins supplémentaires en personnel? Parce que je pense qu'on n'en a pas parlé du tout. Alors, je voudrais aussi revenir sur un autre point du plan de développement, les projets d'interconnexion et l'île Princesse Elisabeth, qui pourraient entraîner une baisse du prix de gros de l'électricité pour le consommateur belge de 15 à 25%, si j'ai bien lu le... Oui, vous donniez des chiffres en valeur absolue, mais je crois que ça doit être de l'ordre de 15 à 25%. Alors, étant entendu que ces projets ne seront mis en place que d'ici plusieurs années, leurs bénéfices sont régulièrement représentés comme des retours sur investissement qui seraient destinés à compenser les efforts que doivent réaliser les Belges. Or, on sait qu'après 2027, d'autres investissements sont prévus, le projet Nautilus ou encore le Triton Link. Dans quelle mesure ces projets sont-ils de nature d'impacter ou à impacter une nouvelle fois la facture de nos concitoyens et finalement à venir annuler l'effet ou l'effet de baisse de prix que je viens d'évoquer. Et en ce qui concerne Triton Link, ce projet d'interconnexion avec le Danemark doit faire l'objet d'une évaluation quant aux bénéfices que pourrait en tirer le consommateur belge. Est-ce qu'on pourrait avoir un retour plus précis sur ce point et dans quelle mesure l'obtention d'un subside européen est susceptible d'influencer la suite du projet? Et là, je fais référence à l'expression de votre porte-parole que je cite et qui dit « Dans le cadre de Triton Link, nous avons recommandé de conditionner sa réalisation à l'obtention d'un subside européen. Dans l'état actuel des choses, le bien-être économique de Triton Link pour le consommateur belge n'est pas suffisant. » Et par ailleurs, la ministre envisage de mettre, ou envisagerait de mettre ce projet sous cloche tant que son apport positif pour le consommateur belge n'est pas démontré. Donc est-ce qu'on pourrait vous entendre sur ce point? Ensuite, et je terminerai par cette dernière série de questions, je l'évoquais, parmi les bénéfices associés aux investissements d'Elia, nous retrouvons une dépendance moindre aux énergies fossiles, ce qui aurait pour conséquence de favoriser des prix plus stables et moins chers. C'est évidemment un objectif à suivre et vous avez tout à fait assumé. Je partage votre point de vue à cet égard-là, mais il faut effectivement y arriver le plus rapidement possible. Et actuellement, les prix de l'électricité sur le marché européen sont, comme on le sait, principalement déterminés par le fossile, le gaz et le charbon, qui sont deux sources d'énergie au prix assez fluctuant, on vient de le constater ces derniers mois, et pour lesquels nous dépendons de l'étranger. Alors, compte tenu de l'accélération du développement des capacités renouvelables à l'échelle européenne, sous quelle échéance estimez-vous que le prix de l'électricité pourrait être fixé par le renouvelable? Est-ce que vous avez une idée, compte tenu du mécanisme merit order, à partir de quand on pourrait espérer que ce soit le renouvelable qui fixe les prix? Et donc, selon vous, dans quelle mesure la proposition de réforme du marché européen de la Commission qui a été publiée en mars faciliterait ou accélérerait ce processus-là? Voilà, je vous remercie en tout cas. Sur la question des prix, etc., vous avez dit que c'était des questions politiques. Je comprends mal l'argument. Je vous remercie d'ailleurs pour toutes les autres réponses, mais sur cette question-là, je trouve l'argument un peu particulier, d'autant devant d'autres instances. Je pense que vous avez simplement expliqué que les calculs étaient compliqués à faire, mais qu'il ne s'agissait pas forcément de questions politiques. Et en l'occurrence, je pense que ce sont des projections à faire qui seront interprétables politiquement, mais qui n'ont pas en elles-mêmes un sens politique. Mais soit. J'ai juste une question que j'aurais peut-être dû vous poser tout à l'heure. Mais
alors c'est peut-être une bête question, mais comment est-ce que vous articulez vos investissements avec ceux qui doivent être faits par les GRD et qui eux-mêmes sont soumis à l'approbation du régulateur? Et on sait que pour le moment, moi je suis membre du conseil d'administration de RESA, qui est enfin, que vous connaissez, hein, qui est le GRD liégeois, et on sait à quel point, tant du côté de RESA que d'ORES, les discussions avec la Coap, avec le régulateur wallon, sont compliquées. Et le régulateur, toute cette année, laissait entendre que les investissements des GRD ne seraient pas validés. Alors, il semblerait que hier ou fin de la semaine dernière, on aurait trouvé une solution de compromis, mais je vous avoue que j'ai conseil d'administration demain, j'espère en savoir plus à ce moment-là. Mais quoi qu'il en soit, si l'enjeu, c'est de réussir l'électrification du pays, qu'on souhaite tous, dans le cadre de la transition, vos investissements vont devoir s'articuler avec les investissements des GRD dans les régions, hein, pour que l'électricité arrive là où elle doit arriver chez le consommateur final. Et donc, imaginons que un régulateur régional, flamand, wallon, bruxellois, bloque les investissements qui sont là aussi nécessaires sur les réseaux de distribution. Quel sera l'impact sur les investissements d'Elia? Vous comprenez le sens de ma question? Je pense premièrement espérer évidemment que les investissements dans la distribution ne sont pas bloqués, parce que je pense qu'ils sont aussi un maillon clé dans la transition énergétique. Déjà pour tout ce qui est distribué, déjà pour tout ce qui est Local Energy Community et tout ce qui va avec. Et en plus, on a eu la question, Elia est 100% supportif à ce type de développement. Hein. Disons, on n'a pas en recherche d'avoir plus d'importance ou autre chose. Ce n'est pas quelque chose qui est dans la tête de nos gens. On pense qu'on fournit un service à la société, et si la société fait la décision qu'on fait plus au niveau local, on va le prendre comme c'est, et je pense que si ça peut alléger quelque chose sur notre réseau, mais on voit typiquement ce n'est pas vraiment le cas. Jusque-là, on a vu que le changement entre l'un et l'autre, ça peut créer peut-être des problèmes locaux, et ça c'est pénible pour les gens évidemment, ça va les démotiver dans la subscription de la transition énergétique. Je pense que c'est un élément clé qui ne peuvent pas être bloqués. Imagine que vous avez des panneaux photovoltaïques, vous ne pouvez pas les fournir quelque part pendant que vous n'allez pas consommer vous-même, ou vous ne pouvez pas charger votre voiture électrique. Encore pire, en hiver, vous n'avez pas la capacité de chauffer votre maison. Je pense que ce sont des choses pertinentes, mais je pense que ce n'est pas à moi de entrer dans la discussion que RESA, ORES ou Fluvius font avec leurs régulateurs. J'espère juste qu'ils vont finir. Ce que nous on fait évidemment, c'est les points d'échange entre nous et la distribution sont bien définis, les volumes sont plus ou moins clairs, évidemment aussi dans l'hypothèse chez eux qui vont faire leur plan. Ce que nous on considère dans la totalité, c'est que tous les différents aspects qui sont en train dans les plans, dans les ambitions, entre autres les plans régionaux et fédéraux au niveau des ambitions climatiques, sont quand même inclus dans ces éléments-là. Ça veut dire qu'on compte sur une certaine production locale, on compte sur une certaine évolution des voitures électriques locales qui sera intégrée d'une façon ou d'une autre et dans laquelle la distribution va faire son travail. S'ils ne font pas leur travail, je ne pense pas que ça va impacter nous, vu que nos plans sont approuvés, mais ça va impacter le système dans sa totalité. Et dans ce point-là, je suis d'accord avec vous, c'est un point d'attention, mais je pense que vous avez vu, notre travail, ce n'est pas simple. Nos gens ont beaucoup travaillé de faire déjà notre niveau coordonné avec la distribution, et j'espère aussi qu'eux sont capables d'avoir une approbation au bon moment de leur plan, avec les critiques qui vont avec, que nous, on a aussi dû voir et intégrer dans nos plans. Je pense que ça fait part du processus qu'on a choisi dans ce pays-ci, et je pense que les différents acteurs essayent, dans ce contexte-là, de faire leur mieux pour arriver à quelque chose qui est cohérent. En fait, ma question, très simplement, je me permets de reprendre la parole pour peut-être mieux synthétiser le sens de ce que je voulais dire. Est-ce que donc le régulateur régional est indépendant? Si il venait à bloquer les investissements des GRD, est-ce que vos investissements à vous resteraient pertinents en réalité, ou bien est-ce qu'ils perdraient de leur sens?
et de leur efficacité. Non, il resterait pertinent parce que chez nous, c'est les transports de grande distance, des grands volumes. Et ça ne va pas changer principalement. Évidemment, s'ils vont changer et bloquer un certain nombre de choses, probablement dans des plans ultérieurs, on va avoir des scénarios qui vont à une autre vitesse. Mais dans nos plans, il faut quand même voir, on parle en scénario. On doit être robuste pour différents scénarios. Et avoir quelque part une faille dans le système ne peut pas bloquer les plans et la nécessité des plans, sinon ce ne sont pas des plans pertinents. Nos plans sont suffisamment pertinents dans les différents scénarios que même si quelque part dans un scénario, il y a des sensitivités qui sont logiques, qu'on va avoir, ce n'est pas juste notre scénario de base qui va être en réalité. En réalité, on va avoir des changements de vitesse, de certaines choses qui vont se faire. Et dans ce sens-là, nos plans sont robustes à ça. Et chaque fois, chaque 4 années, avec les informations nouvelles qu'on a, on va intégrer et voir, mais dans les 5 ans qui viennent, tu n'as que l'impact des décisions qui sont prises il y a 10 ans. Hein. Disons, ça c'est quelque chose sur lequel, à chaque fois, et ça c'est l'importance qu'on vient de dire, que cette coordination, ce focus se fait, parce qu'on voit quand même qu'il y a encore des gens qui pensent qu'on a encore tout le temps pour Ventilus ou boucle du NO. Il faut être clair, ce n'est